Bonjour à tous et bienvenue sur ce live de la tristesse, de la solitude. J'espère que vous allez bien. Voilà, on est chacun chez soi, mais ça ne nous empêche pas de faire quand même une petite émission tranquillou avec aujourd'hui Esther qui est en direct de Malaga comme d'habitude, mais cette fois-ci on la voit, ce qui est quand même assez incroyable. Bonjour Esther, comment ça va ? Ouais. Bonjour. Ah bah, ça va bien. Je suis la seule confinée qui se maquille. C'est quand même fou quand même. C'est pas maquillé. Arnaud, ça va ? c'est On te dingue. voit aussi. Pas maquillé non plus. Voilà, en direct de Paris. D'accord. Paris 9 représente. Et donc il y a un revenant, il y a Guillaume Pile de Two Notes aussi qui est là avec nous. Ça fait longtemps ? Ça fait combien de temps ? C'était quand la dernière émission ? Un revenant dans l'émission, tu me rassures, j'ai cru que j'étais décédé, que personne ne m'avait prévenu. Eh bien, je sais pas, c'était il y a un moment quand même, il y a 2 ans peut-être. Bah ouais, déjà, peut-être, t'étais ouais. tout malade. Là, t'es moins malade là. D'ailleurs, tu Je n'as pas le suis, coronavirus, j'espère. Non, ça va, vous aussi vous avez l'air d'aller bien. Ouais, Tu ça va. as dit où était Guillaume d'ailleurs ? Bah, Eh bien, moi je suis à côté de Montpellier. Voilà. de Chez moi, Montpellier, dans avec mon bureau à la Alexa. maison. Ouais, non, pas trop moi. Et donc Bon. Grégoire Nachbauer. Et donc Grégoire Nachboire, exactement. Bon, en tout cas, Oui, les c'est AFIA, on espère que vous allez tous bien, que vous êtes bien au chaud chez vous, que la santé, ça essaye d'aller quand même, que vous n'êtes pas trop à avoir chopé cette saloperie de coronavirus, et que voilà, restez chez vous, regardez nos émissions, et puis tout va bien se passer, il n'y a pas de raison. Donc, alors ça va être une émission un petit peu spéciale, forcément, qui va être différente des podcasts habituels. Sachant que là, on a la chance d'avoir Guillaume qui est avec nous, donc ça sera sans doute une émission plus courte que d'habitude. On va se concentrer sur notre invité et le but un petit peu, c'est on va peut-être en faire plus souvent des émissions comme ça, on va voir si ça se passe bien. Et ça va nous permettre aussi de garder le contact avec des gens voilà, qu'on connaît et qu'on aime bien. Et voilà comment ça se passe un petit peu dans l'industrie aussi, en ces temps un petit peu exceptionnels, on va dire. Donc comment ça va, Guillaume ? Bah écoute, moi je vais bien. J'ai la chance d'avoir une équipe qui est elle aussi en forme. Alors l'essentiel est à la maison en ce moment, donc ils bossent de chez eux. Alors nous, l'essentiel de l'équipe, c'est des développeurs, soit électroniques, soit informatiques. Donc je dirais, on a pu déplacer les postes de travail chez les gens. Ouais, alors avant qu'on parle de ton entreprise et Ouais. tout, il y a peut-être des gens qui, je sais, ça peut paraître dingue, mais qui connaissent pas Two Notes. Et donc, est-ce Ouais. que tu peux expliquer, voilà, donc toi, tu es chef d'entreprise, chef de l'entreprise Two Notes, et tu peux nous expliquer un peu ce que vous faites, quoi. Oui, alors donc je dirige une société qui s'appelle Orosis, qui elle-même vend des produits sous la marque Two Notes Audio Engineering. Notre spécialité, c'est la prise de son, en particulier des amplis guitare et basse. Et en fait, on a développé toute une gamme de produits qui permet aux gens qui veulent s'enregistrer ou juste jouer à la maison ou sur scène avec des amplis, souvent des amplis à lampe, donc des choses qui font du bruit. En fait, on a développé une série de produits qui leur permettent de jouer sur leurs amplis sans faire de bruit, ou du moins en contrôlant le bruit, donc en faisant moins ou pas du tout. Donc en gros, toute une gamme de solutions qui sont des sortes de boîtiers de DI qui peuvent se brancher sur une console ou sur lesquels on peut brancher un casque très simplement. Tous ces produits sont utilisés soit par des particuliers à la maison, voilà, donc chez nous qui sommes coincés en ce moment, moi, là, à côté, je peux jouer mon ampli tranquillement au casque sans embêter personne. Ou des professionnels qui, eux, en ont besoin, soit pour faire de la prise de son chez eux, ça arrive, ou sur scène, puisque de plus en plus, sur scène, on cherche à limiter les nuisances sonores et à limiter le volume sonore sur scène. Donc, pour les guitares et les basses, souvent, ça passe par passer en direct. Et donc, voilà, j'ai développé toute une gamme de produits qui permettent de passer en direct sans embêter le monde. Et voilà. C'est important là en plus en ces temps de confinement de pouvoir jouer de sa tête toute lampe à la maison sans faire chier l'autre quand on se retrouve dans un 25 mètres carrés à deux. Je pense que ceux qui ont des appareils Two Notes sont très contents et surtout les conjoints de ceux qui ont des appareils Two Notes sont très contents. Ouais. Ils peuvent jouer au casque et faire chier personne, quoi. C'est l'essentiel, à vue nez, je dirais 80% de nos utilisateurs, c'est effectivement des gens qui sont chez eux, qui sont achetés un bel ampli, quelques belles guitares, des beaux effets,
Le problème, c'est que le bel ampli, pour le faire sonner comme il faut le pousser assez fort. Ouais. Et là, assez rapidement, le cahier des charges de la vie de famille et celui du guitariste coïncident pas très bien. Ouais. Donc, soit on a plein de sous, on a une belle salle prévue pour, traiter acoustiquement, insonorisée. Et là, on peut pousser les watts, ou on a une maison au milieu de nulle part. Et je dirais, c'est super, c'est comme ça qu'il faudrait l'utiliser. Soit c'est pas le cas. Et là, comment faire? Donc, plutôt que d'utiliser des solutions toutes numériques, toutes virtuelles, qui sont bien aussi, hein, mais disons que là, on permet aux gens qui veulent garder leur ampli à lampe de le jouer au volume où il sonne bien, tout en n'ayant pas la nuisance. Et en plus, c'est bien aussi pour pas se bousiller les oreilles quand même. Parce que moi, je me souviens d'avoir assisté à une prise, c'était sur un Vox AC30. Oui, un Vox AC30 poussé à mi-volume, déjà, vous avez les tympans qui saignent, quoi. Ah oui. Et donc, pouvoir pousser à mi-volume un Vox AC30 en ayant un volume correct, qui vous bousille pas les oreilles, c'est cool aussi, quoi. Ça, c'est surtout la problématique sur scène, en fait. Ouais. C'est-à-dire sur scène où c'est toujours un petit peu la surenchère et la guerre à celui qui va se monter le plus fort pour s'entendre le mieux. Aujourd'hui, il y a toute une gamme de solutions qui permettent d'éviter ça, et je trouve que c'est fantastique par rapport à ce qu'on avait il y a une vingtaine d'années, à savoir des systèmes in-ear, donc pour avoir chaque musicien aujourd'hui, et avec un budget relativement contenu, peut avoir son propre mix dans son casque, à un volume correct, tout en s'isolant des autres. Donc ça, c'est les systèmes in-ear. Nous, on permet de limiter les nuisances sonores sur guitare et basse. Il reste le batteur qu'on peut mettre derrière un plexi ou quelque chose comme ça. Alors, c'est pas très sexy ni très rock'n'roll, mais enfin, ça permet. Tous les gens que je connais qui se sont mis au in-ear, et hormis peut-être les vieux de la vieille, qui veulent avoir 24 amplis Marshall derrière, qui balancent chacun 120 dB, et sans ça, ils peuvent pas jouer. Bon, ça existe. Hormis ces gens-là, ceux qui se sont mis au in-ear, les pros qui ont besoin de s'entendre correctement, etc., en général, ils sont très contents de ce type de solution. Ça évite de se casser les oreilles, ça permet de travailler un volume plus raisonnable, et surtout, on s'entend jouer. C'est-à-dire qu'on n'a plus ce besoin de monter le son. Après, il manque la sensation physique de l'enceinte qui fait vibrer le pantalon. Bon, là, j'avoue, il y a des appareils comme ça pour donner qui vibrent avec les basses. Ouais, tu as des plaques. Ouais. Tu as des plaques vibrantes ou tu as des butt shakers ou des trucs comme ça qu'on peut mettre sous les sièges des batteurs. Ouais, c'est comme ça que ça s'appelle. Ou les plaques vibrantes, tu poses un pied dessus et par conduction osseuse, ça te transmet les basses. Je me souviens d'un gilet aussi pour les mecs qui mixaient, qui avait ça, et en fonction des basses ou d'un siège. Je sais plus si c'était un gilet ou un siège, je crois que c'était un gilet. Il y a plusieurs solutions. Il y a même un petit boîtier maintenant qui se colle dans le dos, qui se met en bandoulière et qui se colle dans le dos pour les bassistes, qui ressentent bien toutes les vibrations quand ils jouent. Il y a pas mal de solutions qui ont été développées pour ça. J'avais un truc pour le jeu vidéo, effectivement, l'espèce de sac à dos, de bandoulière qui était développé à la base pour les jeux vidéo et qui effectivement était sympa pour la musique. Alors moi, j'ai jamais eu l'occasion de tester ce type. Alors j'ai testé les plaques vibrantes et les butt shakers, mais j'ai jamais testé ce genre de harnais ou je sais pas comment ça s'appelle, ou gilet. J'imagine que ça doit être assez rigolo. Ça donne pas tout à fait les mêmes sensations, mais c'est vrai que c'est t'as effectivement cette sensation de récupérer des graves. Tu comprends pas bien par où tu les entends, tu vois, c'est pas désagréable. C'est effectivement pas désagréable, mais je l'ai pas vu si souvent utilisé sur scène. Pourtant, non, bien sûr. Mais il n'y a pas tant de monde que ça qui utilise ça. Donc, je ne sais pas si c'est par manque d'efficacité ou parce que c'est pas des produits faciles à trouver. Mais bon, en tout cas, c'est une solution, oui. Et puis tu fais aussi, maintenant, maintenant, non, ça fait quand même quelques temps, tu développes aussi du software. En fait, toutes nos solutions hardware viennent avec du logiciel associé, soit des télécommandes, donc soit c'est des logiciels qui tournent sur ordi ou maintenant sur téléphone, c'est des télécommandes qui permettent de contrôler les machines à distance, soit c'est un plugin qui s'appelle Wall of Sound qui permet, en gros la technologie Torpedo, qui est le nom de notre technologie de prise de son et de simulation d'enceinte, le plugin te donne ça dans ton séquenceur, tout format, toute plateforme, et effectivement aujourd'hui l'essentiel de mon équipe c'est des développeurs informatiques. On fait plus d'informatique que d'électronique. Et on peut dire que tu fais une petite offre, pas une promo, mais une petite offre spéciale en ce moment pour le Wall of Sound.
Alors ça, c'est mon équipe qui a eu cette idée, et je pense que c'était une bonne idée. On a décidé la semaine dernière que, un peu pour participer à l'effort de guerre, on allait fournir un petit cadeau à nos utilisateurs et à ceux qui ne nous connaissent pas encore. Donc on a démarré la semaine dernière avec 2 enceintes offertes. Donc le plugin est devenu gratuit jusqu'au 31 avril en tout cas. Puisqu'après on sort, hein, vous le savez, hein, après on peut sortir, on peut retourner faire des choses dehors, enfin il paraît. On a hâte d'ailleurs. En 2024, je crois, ils ont dit. Voilà. En 2024. Ouais, ils n'ont pas précisé l'année, ouais, ça c'est vrai, tiens. Et donc le plugin est offert. Là, on a offert une nouvelle enceinte hier. Et je pense que toutes les semaines, on va offrir un petit cadeau, voilà, le temps de notre isolement forcé. On essaye de filer un petit truc aux gens. Ça leur fait. Alors, on n'est pas les seuls. Hein, il y a beaucoup d'éditeurs de plugins en ce moment qui viennent offrir des plugs ou des versions limitées de leurs plugins. Ouais. Nous, c'est une version complète avec une enceinte qui arrivera toutes les semaines, je pense. Ça, c'est cool. Là, c'est une enceinte de référence que tu as offert en plus. Alors, on avait les deux premières, c'était une Marshall classique qui est ma première enceinte, celle que j'ai utilisée sur scène pendant 15 ou 20 ans. Avec l'autre enceinte, c'était un iWatt, qui est un Super 212. Hier, on a offert... c'était je m'en mêle les crayons. Ça fait combien de semaines qu'on est enfermé? Non, c'était la semaine dernière peut-être. Moi, je ne sais même plus. On a offert... Non, moi, je te parle de cette semaine, moi. Alors, on a offert une enceinte basse, qui est une nouvelle venue dans notre bibliothèque. Et ensuite, Célestion et Sœur ont offert une enceinte Sœur, qui est un 12, je crois, je ne me rappelle plus, et qui est super sur les sons clairs. Donc, on va essayer un peu de... Ou tu pensais à autre chose? Je ne me rappelle même plus. Je pensais à la Mini Marshall, moi. Ah, ça, mais non. Mais c'est ça, regarde. Voilà ce que je voulais qu'on le voit. Exactement. Alors, c'est pas une blague, j'espère. Non, c'est totalement une blague. Oh non, mais moi je la voulais vraiment à lire. Mais non, c'était le 1er avril. Bah ouais, mais je suis déçu du coup. C'était le 1er avril. Alors, ce qui est amusant, c'est que mon équipe... alors, j'étais pas au courant de la blague de 1er avril. Je l'ai découvert en même temps que tout le monde. Mais mon équipe ne savait pas que j'ai le petit. Alors, eux, ils ont mis en photo le 2, 0... Combien ça fait de pouces, ça? Ouais, vu de nez, je dirais 2 pouces. Ouais. Donc, le double 2 pouces. Et moi, j'ai que la version débutant avec un seul truc. Il y a même encore une pile dedans. Je crois même que... Attention, on va pouvoir le tester ensemble. Parce que ça s'allume. Moi, j'avais la rouge. Et c'est vraiment de la merde. Hein. Moi, c'était mon premier ampli, en fait. Et c'est de la merde. Ce qu'on a vu de mieux dans le genre en mini ampli comme ça, c'est les trucs de Blackstar. Ouais, Blackstar fait des trucs chouettes. Mais en petit, vraiment portable que vous pouvez emmener comme ça en pique-nique pour jouer et tout. Le son est étonnant vu le petit truc que c'est, parce que sinon, c'est vrai que la plupart des petits amplis, ça grésille de partout. C'est un enfer, quoi. Moi, je l'ai offert à mon neveu, le petit Blackstar là, avec l'enceinte déportée là. Tu peux te faire une config stéréo. Ouais. Et c'est vrai que c'est pas mal, c'est assez étonnant. Attends, ça s'est sorti quoi, il y a 25 ans ou un truc comme ça. Enfin, c'était vraiment. Puis je pense que si je l'ouvre, j'ai jamais ouvert, mais bon, il doit y avoir un schéma d'overdrive à 2 balles. Enfin, bon, ça coûtait 3 fois rien. Mais c'est un collector, tu vois, c'est un truc à avoir. Moi, j'ai ça sur le bureau, ça fait plus c'est un presse-papier qu'autre chose. Et je pense que c'est pas inutile aussi de rappeler aux gens qui connaissent pas donc la techno Two Notes. L'intéressant en fait quand on parle là, des baffles, tout ça, alors ça repose sur une technologie à convolution en temps réel. Et c'est à laquelle a participé notamment un des membres que vous pouvez croiser sur Audiofanzine qui s'appelle Wolfen, qui a sa propre boîte maintenant et qui a publié un freeware il n'y a pas longtemps très intéressant, une modélisation de pédale de trémolo. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que quand vous modélisez, quand vous prenez l'impulse d'un baffle, en fait, vous le faites avec 2 micros et avec toutes les positions de micro, ce qui fait qu'après, dans le logiciel, vous pouvez donc choisir votre baffle et puis placer les micros et vous avez toutes les... Enfin, c'est de manière transparente, mais ça s'interpole entre toutes les convolutions qui ont été utilisées. Et donc, vous avez vraiment le confort, finalement, d'une prise de son studio dans le logiciel, quoi. En fait, on a une approche
dynamique de la prise de son, c'est-à-dire plutôt que de donner une réponse impulsionnelle. Alors pour les gens qui connaissent pas ce type de technologie encore, il y a un très bon article sur Radio France justement rédigé par Yvan Cohen alias Wolfen. Donc allez voir l'article d'Yvan, il est vraiment très bien. Une réponse impulsionnelle, c'est oui, alors c'est pour un public averti, on va dire. Voilà, exactement. Mais en gros, une réponse impulsionnelle, c'est une sorte de négatif de photo de votre système. On est capable de prendre une espèce de photo de votre système et la réponse impulsionnelle, c'est le négatif. Nous, on utilise plein de négatifs pour pouvoir recréer une image qui bouge. Donc, le parallèle, je le fais avec l'image que souvent les gens comprennent. Dans notre cas, comme on peut bouger le micro et tout, on fait plutôt du cinéma. Et puis l'IR standard, statique, c'est plutôt de la photo. Donc, bon, l'analogie a ses limites, mais enfin, l'idée, c'est de pouvoir dynamiquement bouger son micro dans l'espace. Et ça permet d'avoir une approche, on va dire, plus naturelle de la prise de son telle qu'on l'a fait en studio, plutôt que d'avoir des fichiers à mettre, à écouter, on change de fichier, on met un autre fichier. Moi, c'est comme ça que j'ai démarré, que j'ai développé cette techno en 2000 avec Yvan, on devait être en 2005, en 2006, quelque chose comme ça quand on a démarré. On n'avait que des fichiers comme ça et assez rapidement ça m'a gonflé, donc je me suis dit bon, comment on peut faire pour faciliter la vie des gens, et c'est là qu'on a développé la techno Torpedo qui permet qui te replace dans la position d'un ingénieur du son en studio. C'est marrant parce que c'est comme ça qu'est né aussi BFD, tu sais, la première batterie virtuelle, où le mec, en fait, il avait entassé Steve Douda, quand il faisait du drum replacement, il avait entassé des tonnes et des tonnes de samples et il se tapait tout à la main en allant chercher ses bouts de fichiers dans ses dossiers. Et puis au bout d'un moment, il a rencontré les mecs d'FXpansion et ils se sont dit, ouais, ce serait bien de faire une interface pour avoir accès à tous ces fichiers de façon intuitive et donc de retrouver une vraie batterie virtuelle, quoi. Et c'est né comme ça. Donc, je pense que les évolutions, elles se font toujours par rapport à des frustrations que tu as quand tu utilises un produit, un objet quelconque, et à un moment donné, quelqu'un dit, bon, ça commence à bien faire, comment tout le monde s'embête à faire de cette manière-là, comment est-ce qu'on peut faire d'une manière différente? Et je dirais, mon apport modeste à l'industrie, ça a été justement de mener cette réflexion jusqu'à créer une gamme de produits qui aujourd'hui a plein de concurrents, donc c'est bien, mais disons, de créer une nouvelle catégorie de produits déjà il y a 12 ans. Ouais, parce que vous étiez vraiment les premiers parce que les IR, ça existait, notamment, il y avait des plugins de reverb et tout ça. Ça date pas d'aujourd'hui. D'hier d'aujourd'hui, exactement. Putain. Oh merde. Il a fort Arnaud. Il manquait de gens à qui balancer ces blagues. Alors Et donc, vous étiez les premiers à intégrer ça dans du hardware, non? Justement, avec ce problème de latence. Pour la guitare, oui. Il y avait déjà des unités hardware qui faisaient de la reverb à convolution. Donc Sony en avait sorti une il y a des années. Carrément, c'était des fichiers sur CD. Bon, c'était un peu une punition à utiliser. Ça mettait des plombes à charger. Bricasti, mais Bricasti est peut-être sorti après nous. Ça, je me souviens plus. Enfin, disons, à faire un produit dédié à base de convolution pour la guitare, oui, c'était nous les premiers à proposer une solution comme ça, ce qui m'a valu le plaisir d'expliquer à quoi ça servait, et j'explique toujours à quoi ça sert, mais on est encore, ça reste, même si ça a 12 ans maintenant, ça reste encore pour les guitaristes un peu nébuleux, un petit peu bizarre. C'est ça qui est compliqué pour vous, c'est que vous vous situez entre le public des ingé-sons, de ceux qui font de l'enregistrement, et le public des guitaristes, et forcément le produit s'adresse aux deux publics, mais du coup je pense que c'est peut-être parfois un peu technique pour le guitariste de base, et qui est le plus gros marché malgré tout. Pour le guitariste de base, je pense qu'il y a toujours cette confusion qui existe peut-être un peu moins maintenant, mais toujours quand même cette confusion entre le son qui sort de ton ampli et le son repiqué par un micro devant ton ampli. Et il y a toujours cette confusion là en fait. Et je pense que c'est vrai que un système comme un système Torpedo, c'est le son repris par un micro devant un ampli. Alors, effectivement, ça, c'est quelque chose que j'avais largement sous-estimé. C'est qu'en fait, je pensais que quand j'ai démarré, donc 2008, première sortie de produit, je pensais en fait que la plupart des guitaristes avaient beaucoup plus d'expérience de la prise de son qu'en réalité. Et même encore aujourd'hui, la plupart des guitaristes, finalement, ils savent ce que c'est qu'un son d'un ampli avec une enceinte qui leur crache dans les mollets du son.
mais très peu ont fait du studio. Et même ceux qui enregistrent à la maison ou avec des plugins comprennent pas forcément bien ce qu'ils entendent. Et du coup, ils sont souvent très frustrés du rendu qu'ils obtiennent parce que ils s'écoutent avec un casque ou avec des petites enceintes de monitoring et ils font ça sonne tout petit par rapport à mon 4.12. Là, tu as envie de leur dire ouais, mais si tu veux, les lois de la physique sont quand même un peu tenaces. C'est-à-dire tu compares 4 énormes haut-parleurs qui peuvent pousser du grave et remuer beaucoup d'air avec tes petites JBL en 2,5 pouces ou ton casque d'entrée de gamme. Je dirais à un moment donné, la sensation physique que tu as, même si tu as du bass réflexe sur tes enceintes de monitoring ou tu as des astuces, tu vois, pour essayer de récupérer un peu de grave, bon, on sait tous, et vous le savez bien parce que vous testez plein d'enceintes, qu'à un moment donné, si on veut une belle assise dans le grave, on veut des enceintes de monitoring qui descendent un peu à des fréquences où on peut travailler, il faut qu'elles aient une certaine taille. Il faut en dessous de 6 pouces. Et moi, j'avoue que je ne sais plus ce que j'ai ici, ça doit être du 7. J'ai du 7 et du 8 pouces à la maison. Et on n'a pas moins de 8 au bureau. Pour moi, en dessous de 7, ça devient compliqué d'avoir un grave utilisable. Et après, on est un peu avec une lampe torche dans une gigantesque caverne pour essayer d'entendre notre mix, quoi. Donc, et ça, pour beaucoup de gens, c'est ce niveau d'abstraction qu'amène la prise micro, il l'appréhende pas bien. Et je dirais, il y a ça. Et ensuite, il y a l'aspect mixage. C'est-à-dire qu'une guitare dans un mix, et je dirais, plus la guitare est saturée, plus ce que je vais dire c'est important, une guitare dans un mix, il faut arriver à la faire rentrer. La faire rentrer, ça veut dire, c'est pas qu'une question de volume, ça je dirais, ça c'est un peu la guerre quand on est en répète et puis tout le monde se monte, etc. C'est pas qu'une question de volume, c'est une question de plage de fréquence. Or, une guitare saturée, ça arrose, ça déborde dans tous les coins, quoi. C'est-à-dire ça démarre très bas, ça monte très haut. Ça, à 7, 8 kilos et au-delà. Et ça marche sur tout le monde. Ça marche sur la basse, ça marche sur la batterie, ça marche sur la voix. Ça vient pas trop embêter les cymbales, mais vraiment, il n'y a que les cymbales qui s'en sortent. Donc, je dirais le seul moyen de faire rentrer ça, c'est de prendre des gros ciseaux, c'est le boulot de l'ingé son, et de dire la guitare, elle démarre là, à 150, puis elle s'arrête là, à 6 kilos, et puis au-dessus, il n'y a plus de guitare, en dessous, il n'y a plus de guitare. Et je dirais, cette approche-là, il y a finalement pas beaucoup de guitaristes qui l'ont parce qu'ils n'ont pas cette expérience de devoir faire rentrer au chausse-pied une guitare dans leur mix. Et il y a ça aussi qui des fois est un peu, je dirais, frustrant pour eux, qui est d'entendre des prises de guitare. Et ce qui est sympa sur Internet, tu peux trouver des fois des éclatés de mix. Quand tu écoutes le mix de guitare, des fois c'est super décevant. La guitare, elle est toute petite. Elle gratouille. C'est juste parce que en fait, le son de guitare que tu entends, c'est surtout de la basse. C'est la basse. Dans beaucoup de groupes de métal, c'est le cas. Quand tu enlèves la basse du mix, surtout ceux qui ont des basses saturées, si tu enlèves la basse du mix, la guitare, elle est comme ça. Moi, je me souviens d'être choqué en entendant par exemple des prises de gros amplis avec un SM57 où tu te rends compte de ce que le micro enlève à l'expérience réelle. Mais je me souviens d'avoir été encore plus choqué, c'est quand tu enregistres des batteries. Et quand tu écoutes les sons des batteries non traitées, quoi. Tu entends un son de kick non traité, ça fait ponk, ponk, ponk. Et voilà. Et à la fin, si tu veux, une fois que Bob Rock est passé, ça fait poum. Et voilà, parce que le mec, il a compressé, égalisé, machin, il a fait son taf d'ingé son. Mais c'est vrai que c'est souvent choquant. Et donc, faut avoir cette culture-là. Ça d'ailleurs était souvent un débat sur les tests qu'on a sur Audio Fanzine, de savoir, quand on testait des instruments, si on devait enjoliver le son, c'est-à-dire tester une guitare, si on devait la faire sonner le mieux possible et produire un peu les extraits audio, ou s'il fallait au contraire donner le son le plus neutre possible. Et il y a deux écoles. Ça dépend à qui tu t'adresses, effectivement. Voilà. Ça dépend. Alors, on a pardon Greg, on a le même challenge. Quand on fait une démo de nos produits et qu'on veut présenter ce que nos produits savent faire aux gens, il y a toujours il y a trois possibilités. Il y a le produit dans un mix, tu fais écouter un morceau, puis tu mets le produit dedans. Donc tu mets tes pistes guitare, etc. Tu fais écouter le produit tout seul, mais tu essaies de le faire sonner balèze et sympa. Ou tu fais écouter la prise qui a été mise dans le mix, tu la fais écouter toute seule. Et en général, alors d'une part,
bon, bah, y a toujours des gens qui sont pas contents, quel que soit le choix que tu fais. Ouais. Mais au final, nous, on fait plus le choix. On fait écouter les différentes solutions parce que tu as les gens qui, une fois que tu leur enlèves la guitare du mix pour leur faire écouter la prise seule, qui disent qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça sonne pas un caramel, C'est de la merde. Sauf que, bah ouais, mais il a fallu ça pour la faire rentrer dans le mix. Et quand tu fais écouter une guitare énorme, gavée de graves, gavée d'aigus, qui remplit tout l'espace, les ingé-sons, ils font ouais, t'es bien gentil, mais enfin bon, tu vas me virer les graves, tu vas me virer les aigus, puis on va la faire rentrer, quoi. Donc nous, tu vois, on a sur nos produits, comme nos produits, ça fait pas que cette simulation par convolution, par IR dont on a parlé, mais tu as aussi EQ, compression, enfin, tu as quelques effets autour. Il y a certains ingé-sons qui disent ouais, mais ça on s'en fout, c'est du maquillage, ça sert à rien, ça sonne trop produit, moi ce que je veux c'est que ça sonne brut. Et ensuite tu as 80% des guitaristes qui, si tu leur mets pas ça, ils comprennent pas ce qu'ils jouent. Donc tu peux pas faire que des ravis, il faut faire des choix. Et nous, ce qu'on conseille souvent aux gens aujourd'hui, en fait, c'est qu'on leur dit faites 3 presets. Vous faites un preset pour vous faire plaisir et jouer à la maison. Donc là, plein de reverb, plein de graves, plein d'aigus, plein de machins. Le truc qui fait que quand vous jouez, c'est inspirant, c'est un son qui est le plus riche possible harmoniquement. Vous faites un preset pour faire de la prise de son, donc là, un peu plus tassé, pas trop de reverb, un truc facile à traiter dans un mix. Et vous faites un 3e pour la scène, ou probablement sur scène, vous aurez besoin d'ajuster et de faire des petites bidouilles. Parce qu'en fait, ces 3 situations-là, c'est pas possible d'avoir le même son qui va marcher dans ces 3 situations. Ou alors, il faut un ingé son qui vous suit et qui va adapter à chaque fois. Mais ce fantasme d'avoir un son qui marche partout, ça c'est souvent une question à laquelle on doit répondre. Hein. Les gens qui disent non, mais je veux faire un son qui marche partout. Non, c'est vraiment pas possible, ça n'existe pas. Parce qu'en fait, eux, ils voient leur ampli qu'ils emmènent partout. Et c'est le même ampli de fait, en studio comme à la maison, comme sur scène, ils emmènent le même ampli. Ouais, sauf que ce que le public entend, ou ce qui est enregistré en studio, il y a un petit bonhomme derrière sa console qui s'est chargé de prendre l'ampli, certes c'est le même, mais qui s'est chargé de le tailler, de le mettre en forme pour que ça fonctionne dans ces différentes situations. Et nous, ce qu'on propose, c'est de faire ce boulot-là. Donc, il y a, je pense, ce petit niveau d'abstraction qui reste. Il faut encore faire de la pédagogie, encore expliquer ça. Et moi, je comprends. Moi, je suis toujours un client de vos tests. Et étant passé de ce côté-ci de l'industrie, je comprends mieux vos problématiques. Mais quand j'étais juste client, effectivement, j'ai sans doute participé aux commentaires de gens qui disaient ouais, mais non, mais ça c'est triché. Moi, je veux entendre le truc. C'est toi. C'est toi le relou dans les forums, d'accord. Mais j'ai été cette personne, mais c'était en 2000 ou en 2001, c'était il y a longtemps, il y a prescription. Bah oui, c'est bon. Mais d'ailleurs, on le dira peut-être jamais assez, mais pour les musiciens qui font du live, prenez le temps de faire des balances avec une oreille extérieure. Parce que quand vous êtes sur scène, vous entendez une chose, et puis quand vous êtes à 3 mètres de la scène, vous entendez autre chose. Donc oui, les balances, c'est important quand on joue, même dans les petites salles. Les balances, les répètes, ça sert à rien, c'est pas rock'n'roll ça. Alors, il y a quand même moi je suis 100% d'accord avec toi. Alors moi ce que je recommande souvent c'est d'essayer de faire des résidences en fait. C'est-à-dire pour ceux qui peuvent, il y a de plus en plus de SMAC ou de salles de concert qui proposent, parce que les salles de concert en journée elles font pas grand-chose. Donc il y en a de plus en plus qui proposent à des musiciens de venir faire des répétitions sur scène, ou des résidences, c'est un grand mot, mais prendre quelques jours pour affiner leur son de scène. Et comme de plus en plus les consoles sont numériques, les produits qu'on utilise ont des mémoires, etc., on peut mémoriser tous les réglages de retour, de façade, tout ça, ça peut être mis en boîte pour que une fois le vrai concert arrivé, et même si c'est dans un autre endroit, il y a déjà 80-90% du boulot qui soit fait, ou en tout cas que les musiciens dans leur retour, il n'y a plus à toucher, et il reste que pour l'ingénieur du son en façade, de faire les ajustements par rapport à la salle, la reverb de la salle, comment elle est traitée. Ça, malheureusement, il y a toujours un ajustement à faire. Écoute Guillaume, je crois que Emmanuel Macron t'a entendu, il a signé 67 millions de personnes à résidence, donc voilà. C'est la résidence pour tout le monde. On ne mettra pas ça sur le dos. Écoute, tiens, si on parlait un petit peu de ton entreprise, est-ce que tu peux nous expliquer comment elle est structurée déjà? Parce que ton entreprise, je crois que tu as des bureaux avec des gens qui bossent avec toi près de Montpellier, mais tu fabriques aussi en Asie, il me semble, c'est ça?
Donc comment ça s'organise tout ça et comment du coup tu as été impacté? Alors, oui, ça c'est... Bon, on y viendra. Oui. Alors, on est, je crois, 11 ou 12 à Saint-Gély. Donc, Saint-Gély, c'est une petite ville de la banlieue de Montpellier. Ouais. À Montpellier, on a administratif, production et R&D. Production, puisqu'on a encore une partie des produits qui sont fabriqués à Saint-Gély, donc qui sont le Torpedo Reload, Torpedo Live, Torpedo Studio. Donc ça, c'est les produits qui sont faits 100% made in France avec des sources françaises pour l'électronique. C'est plutôt haut de gamme, du coup, c'est ça? Voilà. Plutôt high-end c'est l'haut de gamme, c'est la gamme Pro. Et nos fournisseurs seront locaux ou français ou pas loin. On a ensuite une gamme un petit peu plus entrée de gamme qui, elle, est faite en Chine. Donc là, on travaille avec un sous-traitant qui est un sous-traitant très connu qui fait les produits Universal Audio, certains produits Fender, certains produits Bose. Enfin bon, il sait faire du très haut de gamme. Et je dirais, nous, ça nous a permis donc, de faire ces fabrications chinoises. C'était pas juste pour une question de prix. Alors, c'est sûr que le prix était un peu plus intéressant, mais c'était surtout en termes de finition. Parce qu'il faut savoir qu'en France, il y a très peu de sociétés qui font de l'audio, quasiment aucune qui font des produits accessoires de guitare autres que des artisans. Et c'est très respectable, des fabricants boutiques qui font des pédales, des effets, des amplis. Je dirais, c'est très bien, mais je dirais que des gens dans l'industrie en audio qui font comme nous quelques milliers de produits par référence par an, donc de la petite série ou moyenne série, ça n'existe pas vraiment. Donc en fait, moi, ça faisait 10 ans que je ramais à essayer de trouver des fournisseurs qui soient fiables, sérieux et qui sachent travailler avec ce genre de volume. Et en fait, on n'y arrivait pas, quoi. On n'arrivait pas à avoir des cartons corrects, on n'arrivait pas à avoir des châssis corrects, on n'arrivait pas à avoir des peintures correctes. Alors, moi, au bout d'un moment, je me suis rendu compte que soit en France, on était capable de faire de la très très grosse série qui souvent est sous-traitée à droite à gauche, mais l'assemblage, comme pour des Freebox ou des choses comme ça, l'assemblage final est quand même fait en France. Et là, il y a des très bonnes, enfin, il y a des bonnes sources et des gens qui savent fabriquer des choses de qualité, ou du prototype, ou de la très très petite série pour le médical, le militaire, l'automotive, donc des trucs en petite série, mais qui coûtent excessivement cher. Et nous, malheureusement, on ne sait pas revendre cette valeur ajoutée. On sait pas. Moi, le Torpedo Studio, le premier produit que j'ai sorti, il a quand même été à 2500 € TTC. Aujourd'hui, on sait produire un peu mieux et le Torpedo Studio est à 1003, je crois. Mais je dirais à l'époque, en faisant des séries en centaines d'unités, en France, on se faisait massacrer, quoi. Donc, quand j'ai voulu sortir des pédales et des produits plus d'entrée de gamme, on a 4 préamplis. On a fait faire plein de devis, plein de tests, plein de prototypes en France et j'ai jeté l'éponge. Voilà. Donc, c'est là où je me suis dit, bon, on se bagarre à essayer de faire des choses ici. Le seul moyen de le faire ici avec un prix décent, c'est d'avoir un design tout moche, en tôle pliée, un carton tout blanc, tout pourri. Enfin bon. Donc, est-ce que... je dirais ouais. Excuse-moi, est-ce que le fait de garder le haut de gamme en France, en fabrication en France, est-ce que ça répond aussi à une volonté de protéger la technologie ou pas du tout? Non, pas vraiment, parce qu'encore une fois, d'une part, quelqu'un qui veut copier ma technologie, il achète un de mes produits n'importe où dans le monde, et puis voilà, il n'a pas besoin Ensuite, c'est un marché de niche, donc si tu veux, le problème chinois des produits dont 50% de la production passe par la porte de devant et 50% par la porte de derrière, si tu veux, sur des produits de niche comme les nôtres, non, ça n'existe pas. Honnêtement, si ça existe. Bon, et de toute manière, nous, on a des verrous dans nos produits qui font que si quelqu'un, par exemple, essaie de se connecter à nos outils avec une machine qui n'a pas été fabriquée et pas référencée chez nous, on le sait immédiatement, en fait. Et ça, c'est jamais produit. Donc, je dirais, on a mis des verrous à différents endroits qui rendent ça difficile. Non, la production française, c'est juste que ces produits-là ont toujours été faits ici, que je les ai pas déménagés. On arrive à les faire ici de manière assez correcte, à un prix relativement décent. C'est juste que c'est très frustrant pour moi d'être limité, tu vois, dans le design, dans des choses comme ça, où dès que je veux faire des trucs un peu complexes, ou des trucs un peu jolis, on est stratosphérique, ça devient du luxe, tu vois. Alors en France, on sait faire des produits de luxe, il n'y a pas de souci, sauf que l'audio et le luxe, ça n'existe pas vraiment. Je veux dire, et tu rajoutes à ça le fait que il y a des gens qui sont peut-être prêts à mettre 3000 € dans une tranche Manley, tu vois, ou une tranche
ou une réédition Telefunken, ou enfin des trucs comme ça, où c'est jamais 4 bouts de tôle et avec des pièces qui coûtent très cher qui sont mises ensemble. Et parce qu'il y a la légende, parce qu'il y a tout ça, nous, des produits français, numériques, etc., on n'a pas, je dirais, cette aura de désirabilité qui fait que les gens seraient prêts à mettre 3 fois le prix pour avoir ce qu'on fait. J'y crois pas. Donc, et d'ailleurs, on l'a vérifié, hein, dès que les produits en termes de prix sont replacés dans une gamme plus accessible, et on pourra dire un mot du produit qu'on va sortir bientôt, mais dans une gamme plus accessible, bon, bah, ça y est, c'est là où on a pu commencer à se développer et à imaginer pouvoir grossir. Donc ensuite, l'histoire du... Donc je disais qu'on a donc l'essentiel des gens R&D et un peu de production en France. J'ai ensuite un directeur commercial qui est à Londres, un responsable marketing qui est lui aussi en Angleterre, et on a aussi une filiale aux États-Unis avec une personne qui s'occupe de la vente des produits au magasin aux États-Unis. Donc j'ai 3 personnes à l'extérieur. Enfin, maintenant, tout le monde est à l'extérieur, mais bon. Ou à l'intérieur. À l'intérieur de l'extérieur. Donc ceux qui travaillaient à distance, bon, bah, pour eux, ça ne change pas grand-chose. Et ensuite, bah, toute mon équipe, tous les développeurs, que ce soit informatique ou électronique, bon, on a déplacé leur poste de travail chez eux. On garde une équipe de choc qui tient les rênes de la boîte, qui s'occupe des expéditions et des réceptions, mais c'est juste 2 personnes qui restent à la boîte, qui fait en sorte que les serveurs restent debout, enfin voilà, qu'un minimum de maintenance. Et moi, j'y vais quand même de temps en temps. Mais on a pu s'organiser. Et en termes d'impact, je dirais, nous, on n'a pas encore ressenti l'impact. Je pense que ça va arriver là en avril. On l'a ressenti d'un point de vue organisationnel, parce qu'effectivement, pour moi, manager des gens un peu partout, plutôt que de les avoir au café à qui je peux dire, bon, toi, voilà, en 2 secondes, je peux distribuer des tâches, je peux vérifier que les trucs sont faits. Aujourd'hui, ce qui me prend 10 minutes par jour, normalement, ça me prend 2 heures ou 3 heures, quoi. Parce que à chaque personne, il faut que je demande où on en est, si c'est fait. Et moi, mes journées sont devenues encore plus débiles que ce qu'elles étaient, mais bon, voilà, c'est comme ça. Et en termes de composants, les trucs que vous disiez, que ce soit pour produire en France ou même de ce qui est produit en Chine, en fait, ça bouge déjà. Est-ce qu'il y a des trucs qui se raréfient? Est-ce qu'il y a des prix qui montent? Alors, en Chine, nous, le bazar, ça a commencé début janvier. Et on a pensé qu'une fois le nouvel an chinois passé, on en sortirait. Mais bon, une fois le nouvel an passé, les autorités chinoises ont dit aux gens, vous ne retournez pas travailler. Donc, c'était le début du confinement officiel en Chine. Donc, nous, déjà en janvier, on commence à prendre du retard sur un nouveau produit qu'on a présenté au NAM. On a pu, à partir de début février, on a pu commencer à rapatrier quelques produits, mais en fait, les coûts de transport ont explosé, les délais de transport ont explosé. Là, j'ai une palette qui devait arriver cette semaine, et finalement, oups, en fait, non, c'était pas le 27 mars, c'est le 27 avril. Voilà, donc je viens d'avoir la nouvelle là. C'est pas les Américains qui l'ont acheté. C'est ça. Sur le tarmac, ils l'ont. Hop là. Est-ce qu'Universal Audio achète des produits, des composants 4 fois le prix de ce qui était prêt à payer tout notre. Mais alors, il y a pas de. En fait, je pense pas qu'il y ait de cours qui flambent sur les composants. Sur le transport, c'est un peu différent. Le transport, en fait, il y a toujours deux composantes. Il y a le prix du pétrole et la demande à un instant T où toi aussi tu fais de demande de transport. En général, juste avant le nouvel an chinois, comme tout le monde veut expédier tous ses produits juste avant que la Chine éteigne la lumière pendant 15 jours, bon, les transports, les prix explosent à cette époque-là parce que tous les avions sont pleins, tous les bateaux sont pleins. Voilà. Donc ça, c'est une situation normale qu'on connaît. Là, ce qui se passe, c'est que ça dure depuis avant le nouvel an chinois jusqu'à maintenant. On est dans cette situation de flux tendu où malgré un prix du pétrole au ras des pâquerettes, les avions sont tellement pleins, les bateaux tellement pleins, parce qu'il y en a moins qui volent, tout coûte beaucoup plus cher. Et où tout met beaucoup plus de temps. Pour les composants, c'est surtout des questions de délai. Donc nous, typiquement, à cause de 2-3 composants dans notre nouveau produit, on a 2 mois de retard maintenant sur la sortie. Donc, donc j'ai 2 mois de chiffre d'affaires en moins, donc vous vous doutez que je suis pas super content. Bon. On en profite pour travailler sur d'autres trucs, hein. On s'arrête pas de bosser, mais c'est vrai que on n'est pas du tout dans la situation. Je veux pas donner l'impression de pleurer parce que nos clients pros qui aujourd'hui peuvent pas tourner, qui ont leur salle de spectacle fermée, eux c'est carrément une autre dimension du cauchemar.
Nous, on peut encore bosser, on fait encore du chiffre d'affaires. Les gens font de la musique à la maison, donc on voit que les ventes, au moins en ligne, restent bonnes, assez bonnes. Ouais, c'est ce qu'on m'a dit de certaines sources aussi, que les ventes en ligne, quand même, ça marchait encore plutôt bien, quoi. Tu des gens ça Ah oui, des gens comme Bax ou Thomann galèrent à recruter aujourd'hui. Voilà. Après c'est peut-être un truc qui va va peut-être y avoir un deuxième effet qui se coule, ou qui se pas cool plutôt, parce qu'effectivement là les gens sont confinés depuis 2 semaines, donc ils ont du temps pour faire de la musique, et donc ils vont acheter des produits, tout ça. Seulement comme il y a tout un paquet de gens qui sont même pas sûrs d'avoir un salaire le mois prochain, et notamment la situation a l'air plus que critique sur les petites structures et parce que oui, l'État va se mettre derrière les grosses entreprises et va les aider à gérer leur bordel. Mais tous ceux qui sont indépendants, tout ça, s'ils n'ont pas une thune à la fin du mois d'avril, ça m'étonnerait qu'ils achètent grand-chose en ligne. Alors, je peux en dire un mot, puisque moi je suis en gestion de crise depuis 3 semaines maintenant. Donc j'ai vu un peu les différentes mesures prises par l'État. Alors, ceux effectivement pour qui c'est le plus difficile aujourd'hui à cause d'une forme d'incertitude, c'est effectivement les sociétés unipersonnelles, les indépendants, que ce soit des avocats comme des mecs qui coupent du bois. Je veux dire, là pour le coup, tout le monde est un peu logé à la même enseigne. Les gens dont le revenu dépend intégralement de ce qu'ils ont fait avec leurs mains ou avec leur tête un jour donné, et pour lesquels il n'est pas possible de faire ça de chez eux. Effectivement, c'est difficile. Après, l'État a mis... alors moi, j'ai suivi un peu ce qui se passe pour les intermittents, j'essaie de relayer des infos, mais il y a des choses qui sont en train de se mettre en place. Et les syndicats sont quand même un peu, plus qu'un peu à fond dessus, donc il y a des choses qui vont être mises en place. Ce que l'État essaie de faire, c'est de filer de la trésorerie pour passer le cap. Je dois dire que les banques jouent quand même pas mal le jeu, et l'État joue pas mal le jeu. Avec quand même, il faut quand même pondérer ça, c'est que l'aide en trésorerie, ça reste des prêts. Ouais. Ça veut dire que l'argent qu'on peut obtenir aujourd'hui de l'État via des prêts garantis à 90%, donc c'est super, hein, mais c'est des prêts. Dans un an, il va falloir rendre le blé. donc, intérêt, on vend beaucoup des torpédos. Le truc, c'est que les gens qui vont s'endetter, enfin les entreprises ou les unipersonnels qui vont s'endetter aujourd'hui, on va leur présenter la note dans un an. Ouais. Donc aujourd'hui, ça va leur permettre de ne pas plier, donc effectivement c'est bien. Par contre, il y a des gens qui vont pouvoir peut-être récupérer leur retard en termes de business et peut-être se refaire en faisant plus d'heures, ou j'en sais rien. L'avantage des indépendants, c'est que s'ils ont envie de bosser 60 heures par semaine, ils peuvent le faire. Je dis pas qu'il faut, mais enfin ils peuvent. Moi, je le fais en tout cas. Donc c'est possible, et peut-être qu'ils pourront, je dirais, récupérer ce mois de chiffre d'affaires en moins, si c'est un mois. Mais si, d'une part, c'est pas un mois, mais 2 mois ou 3 mois ou 4 mois ou 6 mois, comme on commence à en parler dans le milieu du spectacle, c'est-à-dire qu'on commence à parler de reprise en 2021, c'est un peu les bruits qui courent, c'est-à-dire que bon, déjà la saison d'été, je pense que tout le monde a commencé à tirer un trait dessus, mais même pour les reprises d'automne, il y a beaucoup de points d'interrogation. Donc, bon, pour ces gens-là, moi, je suis solidaire, j'essaie d'aider ceux que je peux aider, mais on sait déjà que ça va être compliqué. Pour les autres, ces prêts d'État vont aider, mais voilà. Moi, je sais qu'on a... Bon, mes banques, alors encore une fois, j'ai la chance, aujourd'hui, je fais encore du chiffre d'affaires. Comme tu dis, Arnaud, dans un mois, quand les gens vont commencer à réaliser que pour certains... Alors, ce ne sera pas trop le cas en France, qu'en France, l'assurance chômage va prendre le relais. Bon, pour combien de temps, je ne sais pas, mais enfin, en tout cas, c'est ce qui est prévu. Ça veut dire que les gens toucheront au moins 80% de leur salaire. Et j'espère que la plupart des... Ça, c'est pour les salariés, mais pour les salariés, c'est le cas, mais il y a énormément de gens, et même d'ailleurs de gens qui auraient pu être intermittents du spectacle, ou à qui on propose maintenant d'être auto-entrepreneur, parce que ça arrange beaucoup, ce statut précaire arrange beaucoup les employeurs, parce que ça devient un prestataire plutôt qu'un salarié qui a des droits, des vacances, tout ça. Et c'est vrai que tous les gens qui sont auto-entrepreneurs, ça va être chaud les marrons, quoi.
Là, je dirais, c'est des discussions de gré à gré entre ces gens-là et les boîtes qui les emploient. Et on sait comment ça se passe quand il n'y a pas de cadre légal. C'est qu'en général, les boîtes, une boîte, c'est une entreprise, c'est un truc un peu idiot. Hein, ça sert à gagner de l'argent. Quand on lui demande de faire plus que juste ça, en général, c'est un peu, ça dépend de la bonne volonté de celui ou de ceux qui la pilotent. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi. Les gens qui sont dans une position de sous-traitance, et des fois c'est des entreprises de sous-traitance. Je veux dire, quand là aujourd'hui Ariane Espace arrête de bosser, c'est je sais pas combien de dizaines ou centaines de sous-traitants. Les sous-traitants, je sais pas qui vont les vendre leurs pièces. Donc il va falloir se la mettre sur l'oreille en attendant que ça passe. Donc mais si déjà les salariés, si tu veux, si déjà les salariés sont protégés, c'est quand même déjà beaucoup de monde. Et ces gens-là, probablement que oui, on a une petite phase. Je m'ennuie à la maison, c'est pas cool, tiens, je vais faire de la guitare. Je pense qu'au bout d'un mois et demi ou 2 mois, si on est parti pour 2 mois, on va commencer à sérieusement tourner en rond, ça va être beaucoup moins rigolo. Et là, on va passer d'une étape un peu optimiste à une étape franchement plus, on va dire, je sais pas comment dire, mais moins optimiste en tout cas, ou plus dépressive. Et je suis d'accord. Le business, où les gens vont acheter du Valium, quoi. Ou de l'alcool, je sais pas. Ils vont trouver un moyen de passer le temps ou d'oublier que le temps passe. Mais ils vont boire le gel hydroalcoolique. C'est ça, ouais. Ça, c'est vraiment la phase ultime, là. Ouais, ça rend aveugle. Non, on va voir. Moi, j'ai pas de boule de cristal. Pour l'instant, je sais que nous, on se prépare à ce que ce soit plus dur. Aujourd'hui, on fait en sorte que moi, je maintiens tous les salaires et on maintiendra tout comme si de rien n'était en tapant dans les réserves. Autant qu'on peut. Et je pense qu'on est assez bien armé pour passer ça. Mais effectivement, pour beaucoup d'entreprises et beaucoup de salariés qui dépendent de ces entreprises, oui, il va y avoir beaucoup de casse. Et aujourd'hui, on sait juste qu'il va y en avoir beaucoup. On ne sait pas quelle quantité, mais voilà. Et tes journées, alors tu arrives à les organiser comment? Parce que tu as du coup la vie de famille, la vie professionnelle, le tout dans la même maison. Alors, moi j'ai beaucoup de chance, j'ai une maison qui est assez grande, donc j'ai la chance d'avoir mon bureau qui est séparé du reste de la maison, et j'ai un grand jardin, donc, et j'ai un enfant de 4 ans qui lui c'est ses meilleures vacances. C'est vrai que je passe peu de temps chez moi, d'ailleurs je découvre ma maison, ça fait 2 ans que j'habite ici, mais c'est la première fois que je passe autant de temps chez moi, ça a l'air idiot dit comme ça, mais c'est la réalité. Donc je prends... Moi, mon fils de 4 ans, il est ravi parce que, d'ailleurs, je suis surpris qu'il n'ait pas encore déboulé, mais il vient me voir, il va voir sa maman, il va jouer dans le jardin, il revient. Enfin bon, pour lui, c'est les meilleures vacances du monde. Pour ma chérie qui a un poste à responsabilité au ministère de l'Environnement, elle, c'est un peu tendu aussi. Donc, on est tous les deux, on a tous les deux des métiers et passions très, très, très prenants. Donc, un enfant dans l'équation, ça simplifie pas les choses. Alors, on fait comme on peut, quoi. Je pense un peu comme tout le monde. Nous, il a 4 ans, donc il n'y a pas les devoirs. On n'a pas besoin trop de remplacer l'instit. On lui fait faire des petits exercices. Alors, on a la chance d'avoir une instit qui est super bien, qui nous envoie tous les jours des exercices, des photos des autres enfants de la classe et des trucs. Donc, c'est vraiment super. C'est vraiment très, très bien. Je suis assez impressionné de ce qui s'est organisé. Et c'est chouette pour garder le contact. Donc on lui fait faire ces petits exercices, mais bon, à 4 ans, voilà quoi. On n'est pas, c'est pas comme s'il y avait le bac ou le brevet à la fin de l'année. Donc on a cette chance-là, mais c'est de toute évidence très compliqué. Surtout, encore une fois, on a tous les deux des boulots qui sont en temps normal très prenants. La dominante enfant, alors qui sont prenants en temps normal et qui sont encore plus aujourd'hui du fait qu'on doit gérer des gens un peu partout en France ou dans le monde. Et tout le monde à distance, un enfant en plus, et Puis à 4 ans, un enfant, c'est pas autonome, quoi. Il comprend pas que t'as du taf, quoi.
Non, il arrive à s'occuper 10 minutes, tu vois, puis au bout de 10 minutes, il vient te voir, et puis si tu réponds pas, au bout de la 3e fois, il te demande un machin, il va chouiner de l'autre côté, puis après, c'est le ping-pong. Bon, le fait est que c'est... Voilà, pour tout. Alors, et moi, j'en ai qu'un, mais il y en a qui en ont 2, ou dans mes collaborateurs, j'en ai un qui a 2 jumeaux qui sont un peu plus grands que le mien, plus un plus grand. Bon, c'est une plus grande, pardon. Voilà, je pense que c'est compliqué pour tout le monde. Moi, je bosse la nuit, du coup. J'essaie de récupérer mon retard en soirée parce que, voilà, là, j'ai du calme. Mais je me sens quand même. Enfin, encore une fois, j'ai pas envie de faire la pleureuse. Je me sens très, très privilégié. Je peux sortir. Il fait beau aujourd'hui. J'ai joué au foot une demi-heure ou 3/4 d'heure tout à l'heure. On a dans notre difficulté, dans notre malheur, je suis très très loin d'être dans les plus à plaindre. Et moi, je plains sincèrement les gens qui sont coincés dans les petits appartes. Tu sais que tu as joué au foot, ça peut intéresser Beansport, qui est un peu en chien là pour diffuser. Et je pense que les gens qui jouent au foot dans leur jardin, ça peut intéresser les chaînes comme ça. Alors, si tu veux, le foot et moi. Alors moi, j'en ai pas fait étant enfant. Mais il se trouve que le mien a décidé que c'était ça qu'il voulait faire. Okay. Donc, je m'y mets, quoi. Voilà. Ouais. Je sais par quel bout attraper le ballon, tu vois. Je sais de quel côté il faut taper, dans quelle direction courir, mais c'est à peu près tout. J'ai peur que les subtilités du beau jeu de foot pour Bein. Oui, mais je pense que Bein, là, ils sont tellement chiens que. Ouais. Ils prennent n'importe quoi là. Ouais. Et moi, sinon, il y a Eurosport pour éviter le saut à ski pendant tout l'été. Bon, ça sera jouable aussi. Le motif de saut à ski. Moi, s'ils veulent venir me mettre de la bonne pelouse, parce que ici à Montpellier, la pelouse c'est vraiment du luxe. Hein, je vous le dis, un beau gazon là pour machin, c'est un truc que seuls les gens qui sont dans la stratosphère de l'ISF, tu vois, qui peuvent se payer. Moi, j'ai un truc, c'est plutôt un peu de terre avec 3 trucs qui poussent, tu vois, vilains là, avec des piquants. Bon, s'ils veulent venir me mettre de la pelouse, ils peuvent poser une caméra ou 2, il n'y a pas de souci, on peut trouver un deal. Ouais. Tu fais comme le PSG, t'embauches un jardinier anglais, et puis voilà, quoi, tout va bien. Quoi. Moi, jardinier anglais, il déprime, le pauvre. Ou alors il utilise beaucoup d'eau, c'est ça. C'est pas très écolo, quoi. Donc, on n'en a pas, donc il se débrouille sans, ou il met du synthétique, il fait comme il veut. Mais, enfin bon, bref, voilà. Donc, moi, j'ai une pensée pour ceux qui nous regardent et qui sont coincés chez eux. Je sais que j'ai beaucoup de chance. C'est ça aussi qui me permet de rester un peu efficace dans mon boulot, disponible, d'avoir les idées à peu près claires sur quoi faire. Pour beaucoup de gens, ça doit être beaucoup plus compliqué. Et je leur souhaite du courage parce qu'on n'est pas dehors encore. Ouais, c'est pas terminé. D'ailleurs, toi, pour 2020, j'imagine que c'est un petit peu tout chamboulé. Les prochaines, déjà, tu as le Captor X, dont on peut peut-être parler un petit peu, qui forcément va être retardé, t'en parlais. Mais j'imagine que les projets suivants, parce que j'imagine que tu as déjà des trucs au four, bah ouais, là, faut peut-être éteindre le four et attendre un petit peu, quoi. J'imagine que c'est... Alors, éteindre le four, on ne sait pas faire, tu vois. Ce que je veux dire par là, c'est que les développements, je pense que c'est jamais une bonne idée de stopper les développements, parce que le retard que tu prends, tu le refais jamais. Donc, non, moi aujourd'hui, ma stratégie, c'est qu'on continue tous les devs. Éventuellement, on déplace, on ressente, ou on change un peu l'ordre des priorités. Le software prend plus d'importance, j'imagine. Voilà. Parce qu'on dépend moins de... L'avantage de la logistique, quoi. Exactement. Le soft, c'est scalable. Ça veut dire que ça peut grossir ou diminuer facilement sans qu'il y ait d'incidence sur l'infrastructure de l'entreprise. Ouais. Par exemple, on a cette offre de plugins gratuits. Bon, du jour au lendemain, on a eu plusieurs milliers de nouveaux utilisateurs. On est capable d'absorber cette charge momentanée. Tout simplement parce que on a une infrastructure qui peut être dimensionnée facilement sans que tout explose. La prod de matériel hardware, c'est pas pareil. Il y a des délais de fabrication, d'approvisionnement, de transport. Ouais. Et là, en l'occurrence, donc, le Captoris, qui est notre nouveau produit, qu'on a présenté au NAM, dont on avait promis qu'il sortirait début mars. Ça me fait marrer parce que je me dis... Bon, enfin, on y croyait. Hein. Quand je dis qu'un produit va sortir à une date donnée, c'est que je suis sûr de mon coup. Bon, en fait, je dois vraiment pas être bon parce qu'en fait, on n'a jamais réussi à livrer à la date prévue. Il y a toujours des impondérables. Mais là, on sait que
sauf surprise, on va pouvoir, ça va en fin de mois d'avril, donc il reste encore 3 semaines, on va pouvoir commencer à livrer nos distributeurs. Parce que le produit, ça fait longtemps qu'il est fini. En fait, il nous manquait une bricole, une nouvelle alimentation, parce que je voulais monter en qualité sur l'alimentation, enfin des bricoles, des changements du mois de janvier qui, je pensais que ça prendrait 15 jours et puis ça a pris 2 mois, mais excusez-moi Guillaume, pour l'instant, vous n'avez pas de consigne de la part du gouvernement ou des ministères de l'Industrie pour veiller à certains trucs sanitaires dans les produits que vous envoyez, ou il y a déjà des trucs en place? Enfin, j'allais dire, est-ce qu'on vous demande de laver vos châssis à l'eau et au savon? Alors, non. Alors, aujourd'hui, pour ce que j'en sais, et en tout cas dans les filières qui ne sont pas des filières critiques type santé et alimentation, déjà dans l'alimentation, je pense que les normes sanitaires qui existent aujourd'hui, virus ou pas virus, de toute façon, laisser l'escalope sécher au soleil avant de la livrer au client, c'était déjà pas une option. Donc, vraiment, les gens étaient déjà protégés dans l'agroalimentaire. Dans notre cas, alors non, il n'y a pas de consigne particulière. Maintenant, c'est rare qu'un produit qu'on livre à un distributeur soit dans les 12 ou dans les 14 heures ou les 2 jours chez le client. Je pense que la logique, c'est plutôt de laisser le client responsable par rapport à l'utilisation. Je te donne un exemple. Tu vas acheter tes pots de yaourt aujourd'hui. Tu peux décider de lécher l'emballage ou tu peux décider, comme il est conseillé aujourd'hui, de nettoyer, essayer de faire le truc. Bon, c'était déjà des consignes qui existaient avant. Je pense que lécher, tu vois, ta canette de coca qui a resté à prendre la poussière pendant des fois des mois. Bien sûr. Moi, boire une canette, tu vois, j'ai jamais été très à l'aise avec ça. Aujourd'hui, encore moins qu'hier, je le ferai. Dans le cas de nos produits, non, il n'y a ni consigne officielle, ni, je pense, vraie raison. Tu vois, mes produits qui arrivent de Chine, ils ont déjà plus d'1 semaine de transport si c'est par avion, 1 mois de bateau si c'est par bateau. Voilà, là, c'est plus le virus, c'est Rambo, quoi, tu vois, le risque est... la vraie question que les gens se posent, c'est est-ce que je peux lécher mon torpedo quand même, au final? Oui, je n'irai pas sur ce terrain-là. En fait, il faut faire gaffe parce qu'il y a certains endroits où il y a des voltages assez élevés. Ouais, c'est ça. Donc, oui, parce qu'il y a léché allumé, effectivement, c'est encore deux choses différentes. Alors, on précise, dans la notice, on précise qu'il faut pas prendre son bain avec, qu'il faut l'utiliser dans des milieux secs. Ne le mettez pas dans votre bouche. Ça peut te pincer très fort. Oui, non, je pense qu'il faut juste être... Enfin, encore une fois, nous, on fait appel à l'intelligence des utilisateurs. S'ils ont peur ou s'ils pensent qu'il y a un risque, bon, il faut... Alors, par contre, nous, vis-à-vis de nos salariés, vis-à-vis des gens qui aujourd'hui manipulent les produits, que ce soit en Chine. Alors, en Chine, depuis... après le Nouvel An chinois, donc depuis la 3e quinzaine de février, tous les gens qui sont sur les lignes de production sont screenés avec un thermomètre, c'est-à-dire qu'on mesure leur température pour rentrer sur le site. Ils ont Charlotte, ils sont comme des toubibs. Ils sont équipés, pareil, gants. De toute façon, ils avaient déjà des gants pour manipuler les produits, mais gants, etc. Il n'y a pas de mesure de désinfection des produits, mais enfin, on fait en sorte que les gens qui les montent ne soient pas malades. Voilà, déjà. D'accord. Et moi, pour mes opérateurs en prod, alors aujourd'hui, j'ai pas de prod, mais pour ce qui est de la logistique, tout le monde a des gants, masques. Alors, j'ai pas les masques super, FFP2, machin, tout ça. Voilà, donc on a des masques, on a ce qu'on trouve, c'est-à-dire pas grand-chose, que j'avais moi en stock ici, à la maison, et des trucs comme ça. On tourne un peu avec ça, mais on a des gants jetables, on a de l'alcool. Enfin, il y a que 2 personnes au bureau, et ces gens-là ont tout ce qu'il faut pour eux se protéger. Eux, c'est la priorité, et protéger les autres en essayant de pas s'infecter eux-mêmes. Et jusqu'à présent, on n'a aucun cas dans la boîte. Enfin, je touche du bois, ça fait 15 jours qu'il n'y a eu pas trop de contacts et tout le monde va bien, donc voilà. Hormis, moi j'ai le nez bouché parce que c'est une allergie saisonnière, mais ça c'est habituel. Est-ce que les gens qui regardent le stream risquent de choper ta maladie? Non, du coup, non. On rassure les gens, évidemment. D'ailleurs, on peut les remercier d'être là, les gens, parce que c'est vrai que on inaugure Twitch. J'en profite. Vas-y. Il y a un peu de monde, mais du coup, j'en profite parce qu'il y a Yucatan qui te pose une question, Guillaume. Il dit « Le cab a changé ma vie. Est-ce que Tounotes va se lancer dans un pédalier tout en un de type Helix, Edrush, Kemper ou Moher ?»
Déjà, salut et heureux d'avoir contribué à changer ta vie. C'est super, c'est pour ça qu'on bosse aussi. Alors, un tout en un. Alors, on n'a pas de plan pour ça aujourd'hui. La seule chose que je peux dire, c'est que les torpédos et les produits qu'on fait aujourd'hui, c'est des produits très très spécialisés. On parle de produits de niche. Il est clair que tôt ou tard, on va vouloir en sortir de cette niche. Et c'est pas pour continuer à filer la métaphore du confinement, mais cette niche, et même si d'autres acteurs sont positionnés dessus, je pense qu'ils ont fait grossir ce marché, où ils ont permis à plus de gens de prendre connaissance que ce type de solution existait. Moi, j'ai envie d'en sortir et de proposer d'autres choses. Est-ce qu'on va faire un tout en un? J'ai pas de plan. Est-ce que ça veut dire qu'on le fera jamais? Non, bien sûr que non. Je sais pas ce que je ferai dans 5 ans. Est-ce que ça veut dire qu'on en aura un dans 15 jours? Non plus. Mais voilà, moi, l'amplification, ça m'a toujours intéressé. Je suis un fan d'ampli et j'utilise des solutions numériques depuis toujours. Je n'exclus pas qu'un jour, on s'intéresse d'un peu plus près à l'amplification. On fait déjà des effets et je pense que dans les mises à jour futures de nos produits, type justement Captorix, donc notre nouveau petit boîtier loadbox compact, dont on sait déjà on devra en vendre pas mal si on survit à Armageddon cette année. On proposera sans doute plus d'effets que ce qu'il y a aujourd'hui, parce que c'est une demande des utilisateurs, et voilà, on sort du produit ultra dédié pour peut-être un peu élargir la palette des fonctionnalités. Donc sans répondre oui à la question, je réponds pas tout à fait non. Ouais. Parce que oui, c'est vrai que ce Captorix, c'est le premier truc qui m'a impressionné, c'est que oui, il fait beaucoup de choses finalement. Et c'est vrai, comme tu as dit, TwoNotes, vous étiez habitué à faire des produits très précis qui avaient une fonction très précise et tout ça, quitte à avoir plein de produits différents dans votre catalogue. Mais finalement, ce Torpedo X, pour moi, c'est un des premiers. Je te l'avais dit, de toute façon, lors de l'annonce. Je t'avais dit, franchement, moi, c'est un des produits qui m'excite le plus d'Unam et clairement depuis longtemps chez vous, parce que aussi, tu vois qu'il y a des fonctions qui sont excellentes. Et ce côté room, ce côté enhancer, enfin bon, tu sens que vous avez quand même voulu mettre plein de choses dedans, quoi. En fait, ce qui m'a poussé à faire ça, c'est d'une part notre concurrence, et je les en remercie. Moi, ils m'ont fait réaliser qu'il y avait des gens qui, en particulier pour les gens qui jouent à la maison, au final, eux, ils ont juste besoin d'avoir un truc qui sonne la mort au casque. Eux, en fait, ils s'en fichent de la prise de son, du machin. Ils sont pas dans une démarche ingé son. Ils veulent juste se faire plaisir au casque. Et en fait, c'est pas du tout ce que je leur proposais. Moi, je leur proposais d'enregistrer leur album ou d'aller sur scène et d'avoir un son pro comme s'ils étaient en studio. Mais en fait, ça les intéresse pas. Eux, ce qu'ils veulent, c'est se faire plaisir, avoir un son qui est inspirant, s'éclater et faire ça à 22h30 pendant que leur conjoint ou conjointe regarde la télé. Et moi, j'avais pas identifié ça. Pour moi, en fait, les gens qui font justement de la modélisation à Helix ou un truc comme ça, c'est ces produits-là que ces gens-là achètent. Et en fait, j'ai pas identifié ce besoin chez les utilisateurs d'avoir un produit juste qui sonne cool, qui soit cool à utiliser, agréable. Et donc Captorix, on va dire, c'est un peu un changement de paradigme chez nous. On s'est plus placé du côté de l'utilisateur, guitariste ou bassiste d'ailleurs, ça marche pour la basse, plutôt que du côté ingé son et technicien. Donc, on a essayé de faire un produit qui reste un produit technique et performant et qui sonne bien, mais qui va, je pense, plus parler à quelqu'un qui veut sonner comme Gilmour ou comme Slash, qui aura acheté l'ampli ou la guitare, qui aura sa Les Paul et son Marshall pour sonner comme Slash. Et moi, je viendrais lui amener la dernière pièce du truc qui va lui permettre de retrouver le son live ou studio de Slash. Ouais. Et qu'il n'aura jamais avec son Marshall dans son salon. Donc, ce changement-là, et moi, c'est un truc que j'ai amorcé il y a 2 ans à peu près auprès de mon équipe, parce que voilà, ça a l'air un peu idiot, ou ça a l'air d'être que dalle, ou juste totalement évident dit comme ça. Mais pour nous, il a fallu que ça sédimente un peu, que les gens comprennent un peu ce changement de pied, tout en sachant que les pros, les vrais pros qui veulent un truc brut de fonderie, ils ont un bouton bypass, ils peuvent tout virer. Ouais. S'ils veulent pas la reverb, et moi la reverb, j'en suis très fier, j'ai passé beaucoup de temps dessus. S'ils veulent pas de tweet tracker, le simulateur de stéréo, s'ils veulent
veulent pas tous ces trucs qui rendent l'utilisation cool pour l'utilisateur particulier, ils peuvent tout virer. Ils retrouveront le son Torpedo dont ils ont l'habitude, qui est brut, qui est une super matière première à travailler. Mais pour tous les gens qui veulent plutôt se faire plaisir, ils activent tout ça. On a beaucoup bossé les presets, par exemple. Ouais. Ils activent tout ça et là, ils vont s'éclater avec un casque. Voilà, c'était ce que je voulais. Je pense qu'on a pas mal réussi ce coup-là. Mais la question qu'on se pose quand même, c'est est-ce que Slash a le son de Slash dans son salon? Mais non. En tout cas, pas son live ni studio. Bon, alors, on va pas démarrer un débat sur est-ce que le son est dans les doigts ou est-ce qu'il est dans l'ampli. Sinon, qu'il a son chapeau. Chez Slash, il est plutôt dans les cheveux, moi je dirais. Mais ouais. Dans le chapeau, tout est dans le chapeau. C'est ça. Chez lui, effectivement, je sais pas s'il a son chapeau. Mais est-ce que c'est la concurrence aussi un petit peu, parce qu'on t'en parlait au début de l'émission que oui, au début, effectivement, Two Notes, il n'y avait pas trop de concurrence. Maintenant, c'est un peu plus le cas. Est-ce que c'est aussi l'arrivée de certains concurrents qui t'ont fait changer un peu de paradigme, comme tu as dit, d'avoir des produits peut-être qui brassaient un peu plus large? Alors, sans que ce soit la concurrence en soi, c'est plutôt des utilisateurs qui sont venus vers moi en disant voilà, c'est ça que je voulais. Voilà. Ouais. Et je leur ai dit fallait me le dire. mais j'avais pas identifié, je dirais, cette demande, ou mal identifié cette demande, ou tout simplement je me suis accroché à l'idée de départ, et voilà, c'est une question stratégique. Mais c'est plus les utilisateurs, et moi justement je passe beaucoup de temps à interagir avec les utilisateurs. Les gens qui posent des questions sur Audiofanzine ou sur d'autres forums savent que j'essaie de faire un saut de temps en temps pour répondre aux questions. Alors j'essaie de pas trop faire le vendeur de tapis, c'est plutôt de rester sur le côté technique, d'apporter du support et puis une aide. Et si les gens ils aiment pas le produit, ils l'aiment pas, c'est pas grave, ils achètent autre chose. Mais au moins quand il y a une question technique, je peux y répondre. C'est plutôt en interagissant avec les gens qui m'ont dit j'avais un de tes produits mais il sait pas faire ça, j'ai besoin que ça fasse ça. Et je fais ok. Et donc voilà, le Captorix c'est vraiment la synthèse de plusieurs années de réflexion sur cette approche. Certes, tu peux avoir ce son studio, mais on va essayer de te donner un son plus inspirant. Voilà. Ouais. Un son qui va te donner envie de jouer ton instrument avant tout. Et je pense que j'en suis assez fier. Je pense qu'on est bien arrivé à cet objectif. Et tous les testeurs, alors vous allez bientôt recevoir un produit d'ailleurs. Cool. J'ai hâte de l'essayer. Ouais. Voilà, vous l'aurez, je pense. Attendez, on est vendredi, donc soit fin de semaine prochaine, enfin bientôt. Par contre, faut pas l'envoyer au bureau parce qu'il y a personne. On en parlera après. Tu donneras la bonne adresse, mais on a un produit pour vous. Pour l'instant, on a laissé les bips de la porte d'entrée dans les bureaux. Ouais, voilà, en fait. C'est pas très très cool. C'est vrai que c'est cool. En tout cas, tous les premiers testeurs, les retours qu'on a sont très. Et c'est les gens qui connaissent bien nos produits. Tous les retours qu'on a sont sont même très très bons. Au point où je suis même agréablement surpris. Donc voilà, moi je suis très fier. Je sais que c'est un produit qui va correspondre à beaucoup de gens. Ouais, donc j'ai hâte d'avoir les retours. Voilà, j'ai hâte que ces produits soient enfin livrés parce qu'on a beaucoup de précommandes et tout le monde est gentil et patient. Mais je comprends que leur patience ait des limites, la mienne aussi. Donc j'ai vraiment hâte que tout ça soit livré. Qui va peut-être faire bouger le reste de la gamme du coup. Parce que ce côté un peu tout en un qui fait plein de trucs et qui est finalement dans votre gamme de produits sur un prix assez agressif, il va peut-être faire bouger aussi le haut de gamme où les gens voudront retrouver peut-être alors disons que sur un produit comme le Torpedo Studio, tu avais déjà certains de ces effets. Sauf que en fait personne ne le sait parce que c'est un produit qui a diffusion modeste, on va dire. Parce que c'est un produit qui est très technique, mais ces effets, la plupart des effets du Captorix étaient déjà dedans, mais pas présentés de la même manière. Voilà. D'accord. Pour utiliser un Torpedo Studio comme il faut, je pense, avoir quand même une certaine expérience de prise de son et je dirais avoir une idée assez précise d'où tu veux aller avec. Alors la question se pose peut-être plus pour le Torpedo Live. On verra. Le Torpedo Live, on en vend toujours. Donc je dirais le Torpedo Live, ça reste le produit de référence pour les pros. Ça reste le produit que les pros me demandent. Et toutes les dernières grosses prods, alors malheureusement tout le monde est cloué au sol, là, mais je dirais
Beaucoup des grosses prods, Slipknot, Gojira, qui est-ce que j'ai, Vader qui m'a contacté récemment. Bon, on a beaucoup de gens dans le métal, mais Blue Oyster Cult ou Massive Attack, ça tourne avec du Torpedo Live et ça leur va. Ils n'ont pas besoin des options supplémentaires dont de toute façon l'ingé son dira tu me coupes tous ces trucs. Voilà. Alors je dis pas que ça n'évoluera pas puisqu'on a toujours proposé des mises à jour depuis les débuts de Two Notes, mais c'est vraiment des cibles clientèle différentes. Donc pour l'instant voilà, on a du live, on a du studio, on a du reload, ça reste nos produits pro qui sont très performants. On verra plus tard. Bon, je pense que l'émission va bientôt se terminer, mais j'avais une petite question geek, l'instant geek pour toi. J'ai vu qu'il y avait des débats enflammés sur Internet sur les IR de 500 millisecondes, si ça servait à quelque chose ou pas. Et parce que notamment, je crois que c'est Strymon, c'est ça, sur les Idiom, qui utilisent des IR de 500 millisecondes, true stéréo et 96 kHz. Et je voulais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que c'est un peu du bullshit? Ça sert vraiment, en fait? Est-ce que ça sert vraiment? Alors, ok. Est-ce que ça sert vraiment? Mathématiquement, oui. En pratique. Alors attends, parce qu'il y a trois choses. Il y a le 500, le fait d'avoir des IR de 500 millisecondes, le fait d'avoir de la true stéréo ou du 96 kHz. J'imagine que c'est. Voilà, alors ok, alors je vais faire dans l'ordre des trucs qui servent le moins. Voilà. Le 96K, très honnêtement. Ça coupe assez haut des sons de guitare, c'est ça, donc c'est pour ça que ça sert peut-être moins, quoi, finalement. Non, mais la fréquence de coupure vers le haut d'une enceinte de guitare, c'est 6 kg. Okay si tu veux, moi, au-delà de 12, si tu veux, le reste, c'est dans le bruit de fond. Bon, moi, 96K, mais on peut se poser la question des 96K pour tes sessions Pro Tools. Je pense qu'il n'y a pas. C'est la même problématique. Pour moi, le 96K. Alors, nos machines en interne, par endroit, alors pas partout dans le process, mais tournent en 96K. L'intérêt du 96K, c'est quand tu as des systèmes qui génèrent de la distorsion, ça te permet de faire des filtres. Donc, la distorsion, ça va créer de l'aliasing. Ça veut dire que toutes les fréquences qui dépassent ta fréquence de coupure replient. Alors, désolé, mais pour les néophytes, ça va. Vous allez l'avoir, mais bon. En gros, si tu as du son à ta guitare, admettons que les harmoniques de ta guitare ultra saturée, elles montent à 26 kg. Okay, bon, dans la réalité, il n'y a pas grand-chose à 26 kg. Mais admettons qu'elles y aillent. Ce qui se passe, c'est que si tu échantillonnes à 44, tu as toutes les fréquences au-delà de 22, donc la moitié de 44. Donc de 22 à 26, toutes ces fréquences-là vont revenir dans le spectre audible. Et là, c'est moche, c'est ce qu'on appelle l'aliasing. Un des éléments intéressants du brevet Line 6, qui pour moi a changé à l'époque un peu la manière de faire de la simulation d'ampli guitare, c'était qu'eux faisaient ce qu'on appelle le suréchantillonnage, x8, je crois à l'époque, ils avaient des converteurs à 30 kg, ils suréchantillonnaient x8, ça veut dire que tous leurs trucs qui généraient plein de distorsions, plein d'harmoniques dans les algos de saturation, ils suréchantillonnaient, donc ils se retrouvaient avec une fréquence d'échantillonnage super élevée. Ça permet de mettre un filtre, de dégager tout ce qui est au-delà de la fréquence qui t'intéresse à la fin, donc de ton 44K à la fin, ou 30 et quelques dans leur cas à l'époque, et que quand tu reviens justement à cette fréquence-là, tout a été filtré et donc c'est propre. Donc ça, c'est le rôle du filtre qu'on appelle le filtre anti-aliasing. Donc ça a un intérêt, les fréquences élevées, quand dans ton process, tu as des choses qui génèrent de la distorsion. Parce que tu n'as pas de source ou de micro capable de monter à 80 kHz, quoi. Enfin, hormis du matos de mesure. Je ne sais pas si les gens écoutent des sous-marins. Enfin, je ne sais pas ce qu'ils font avec, mais voilà. Donc, hormis des applications très très spécifiques, ton micro-voix, ta guitare, ton basson, ta batterie vont de toute façon pas aller très haut au-delà de l'audible. Donc, et si ça y va, on s'en fout un peu, quoi. Tu vois, on l'entend pas de toute manière. Donc, je veux pas rentrer dans un débat de hi-fist, mais en tout cas, l'intérêt du 96K, pour moi, ça avait du sens quand les gens qui faisaient des plugins, par exemple, faisaient pas d'oversampling, et ton plugin, il sonnait bien à 96, et à 44, il sonnait tout pourri parce que tu avais des problèmes d'aliasing. Aujourd'hui, tous les éditeurs de plugins savent qu'il faut qu'ils mettent un filtre anti-aliasing, de l'oversampling. Nous, on le fait dans nos machines, voilà. Donc ça, par contre, le fichier 96K d'une IR, non. Oui, c'est un peu du bullshit. Pas d'intérêt. Bon. Ouais,
Bref. Donc le 96K. Ensuite, tu avais. J'avais True Stereo et. True Stereo. Bon, alors. Alors déjà, on peut expliquer peut-être ce qu'est le True Stereo. Je ne sais pas. Alors, je ne sais pas ce que ça veut dire True Stereo. Alors, pour moi, ils utilisaient. Ah, vas-y. Alors, vas-y, Arnaud. True Stereo, notamment sur une reverb, c'est très intéressant. L'idée, c'est soit faut différencier donc une reverb stéréo d'une reverb True Stereo. Une reverb True Stereo, c'est une reverb qui va faire 2 fois le traitement, et pour la partie gauche et pour la partie droite. C'est-à-dire que voilà, c'est ça. C'est-à-dire que il y aura pas exactement la même reverb calculée à gauche et calculée à droite. C'est pas la même reverb qui est appliquée globalement, et à la fin c'est stéréo, mais en gros c'est le même traitement canal droite ou gauche. Et là, moi j'en sais rien, mais j'imagine que pour les IR, oui, je sais pas, vu que les micros sont mono, je vois pas l'intérêt. C'est-à-dire que vous proposez 2 micros, donc. Alors en fait, ce qu'ils font dans le cas des IR, c'est tout simplement tu en as 2. C'est-à-dire, tu en mets une à gauche, une à droite. Oui. Tu peux faire des captations. Alors, honnêtement, la captation stéréo dans un guitare, bon, je ne sais pas si vous en avez fait beaucoup. Je ne sais pas comment les gens ils mixent leur guitare avec le reste du groupe, mais la captation stéréo de guitare, bon, pourquoi pas, tu vois, c'est faisable. En tout cas, ça a un intérêt. Je pense que ça a un intérêt. En revanche, pour les gens qui jouent au casque et qui veulent cette sensation. Donc, nous, dans le Captorix, par exemple, tu as une reverb stéréo qui, en l'occurrence, alors, pour le coup, c'est une reverb algorithmique, c'est pas des IR, c'est une reverb algorithmique. Alors, pour ta définition du true stéréo, il n'y a pas deux processeurs de reverb, mais qui se mélangent quand même un peu, parce que au final, tu as quand même toujours des réflexions dans une pièce. Si tu veux, il n'y a pas le côté droit de la pièce et le côté gauche de la pièce qui ne se parlent pas, quoi. Donc, une reverb pas trop stéréo, en fait, quand tu as un signal stéréo en entrée, en gros, tu as un truc qui merge le signal stéréo en mono, tu vois, qui va alimenter la reverb avec un signal mono. Donc, tu perds rien, si tu veux, quoi. Tu perds la spatialisation, mais là où ça peut être, je pense, compliqué de déceler sur certaines reverbs, c'est malgré tout, le signal dry reste stéréo. Tu vois ce que je veux dire ? Donc c'est ça, je pense, la différence. Mais effectivement, moi je me demandais pour les IR, mais je pense que tu t'as répondu un petit peu à ma question. Parce que c'est 2 IR. Ouais, c'est 2 IR, exactement. Mais c'est pour les gens qui jouent au casque. Parce que, tu vois, typiquement Strymon fait ça sur son Iridium. Mais l'Iridium, c'est une pédale avec une sortie casque. Avec la room qui, je pense que c'est un peu dans le même délire que toi avec ton Captor X. C'est-à-dire que c'est une room aussi pour avoir cette sensation de jouer. D'ailleurs, de jouer, d'avoir ce côté ampli dans une pièce qui, je pense, plaît beaucoup aux guitaristes qui, justement, n'étaient pas satisfaits des IR, parce que ça sonnait pas comme quand ils jouaient, ils n'avaient pas cette sensation de room et tout ça. Et d'ailleurs, on voit qu'il y a plein de produits qui sont sortis cette année ou plutôt l'année dernière, mais comme le Waza Air, je sais pas si tu as essayé ce casque Boss. Qui est pas essayé encore. Ça me fait envie, c'est rigolo. C'est excellent. Typiquement, c'est vraiment pour le fun. Quoi, tu vois, tu mets ça sur tes oreilles, tes guitaristes. Alors évidemment, tu vas pas utiliser ça pour enregistrer tes guitares, et voilà. Mais effectivement, il y a un côté super plaisant, en fait. Et je pense que Strymon a voulu faire ça avec l'Iridium, et je pense que oui, le fait de fournir ça avec le Captor X, clairement, va y avoir une dose de fun qui va être énorme, quoi. Voilà, je pense que Ouais, pardon. Oui, alors attends, je vais juste terminer. Je vais juste terminer pour la longueur, parce que c'est une question qui revient souvent. Excuse-moi Esther, comme ça je termine le truc, et je vais essayer d'être bref. Alors la longueur, ça joue sur 2 choses. Ça joue sur la résolution, j'y viendrai après, et ça joue sur la quantité de reverb que tu vas avoir dans ton son résultant. Une reverb, les IR de reverb en général, ça fait 1 seconde et plus. Donc 500 milli, ça fait une reverb quand même assez courte. Mais tu commences déjà à avoir un peu plus que les early reflection. Il faut savoir que la réponse d'un haut-parleur, elle est contenue dans quelques millisecondes. Bah oui. Elle est contenue dans quelques millisecondes. C'est-à-dire que il n'y a pas de traînée, il n'y a pas d'aspect vraiment temporel dans un haut-parleur. C'est vraiment littéralement une poignée de millisecondes. Nous, on en a proposé 20 millisecondes, parce que dans 20 millisecondes, on avait une résolution un peu élevée, qui est de 50 Hz. Et une fréquence de coupure aussi à 50 Hz. Pour 20 millisecondes, et plus tu augmentes, plus ta fréquence de coupure est basse et ta résolution est petite. La résolution, c'est intéressant parce que si tu considères qu'une réponse impulsionnelle, c'est une sorte de filtre, ta résolution, c'est ta distance entre 2 points du filtre. Donc plus
ta résolution sera petite, plus ta distance entre 2 points sera faible, et plus, par exemple, tu pourras faire des creux et des bosses rapprochés. Ce qui fait qu'à 20 millisecondes, tu as 50 Hz. Ça veut dire que dans les graves, entre 2 points, tu as vraiment beaucoup d'espace. Entre 50 et 500 Hz, tu n'as jamais qu'une dizaine de points dans ton filtre. Ce qui n'empêche pas de faire un truc qui sonne bien, ce n'est pas la question, mais tu n'as jamais qu'une dizaine de points. Alors que si tu as, au lieu d'avoir 20 milli, tu as 200 milli, comme dans nos produits, tu as 10 fois plus de points, quoi. Donc, ça te permet d'avoir plus de précision dans le grave. Et alors, si tu as un système qui te permet d'entendre ce grave-là, et ceci est important, si tu as un système qui te permet d'être très précis en dessous de 50 Hz, tu vas entendre une différence. Le truc, c'est que la plupart des gens, et même mon super casque AKG que j'ai sur les oreilles, en dessous de 50 Hz, honnêtement, c'est pas d'une grande précision et d'une grande finesse. Et l'intérêt du 500 milli, c'est que tu es encore plus précis. Tu as un petit peu plus de réverb de la pièce, mais est-ce que tu la veux, cette réverb de pièce qui est contenue dans ton IR? Est-ce que tu la veux? Ça, je pense que c'est discutable. Et fondamentalement, c'est avant tout, en tout cas, Strymon, et j'adore les produits Strymon, mais ils s'en sont servis comme d'un gimmick marketing. Ils sont on va mettre un gros chiffre à l'américaine. Regardez, nous, on en a une qui est 2 fois plus longue que ça. Le truc, c'est qu'ils arrivent tard sur ce marché-là. Il y a beaucoup de monde quand même sur le produit qu'ils essayent de vendre. Et donc, il faut qu'ils arrivent malgré tout en disant... Alors, ils arrivent précédés d'une excellente réputation. Il y a une très bonne finition de leurs produits. Ça sonne en général très bien. Ouais. Et donc, il faut qu'ils arrivent quand même. Et en plus, c'est un produit... pour le coup, qui est vraiment technologique, quoi. Et donc, il faut qu'ils arrivent avec des arguments technologiques, avec nous, c'est mieux, quoi. On a la plus grosse. Ce qui est amusant, pour juste en dire un mot, c'est qu'ils ne sont pas du tout technologiques sur la partie modélisation d'ampli, et ils sont hyper techno sur la partie IR. Et du coup, ça fait une espèce de produit bizarre. C'est-à-dire, c'est assez rigolo, il y a un peu une espèce aujourd'hui de surreprésentation de la partie simulation d'enceinte par rapport à la simulation d'ampli, qui est juste lié au fait que je pense que les technos de simu d'ampli tournent un petit peu en rond. Alors, il y a des nouvelles technos qui arrivent à base de réseaux de neurones, il y a des trucs intéressants, je trouve ça super intéressant, mais les technos tournent un petit peu en rond. Et je dirais, l'IR, c'est un peu le continent encore un tout petit peu nouveau à conquérir. Et du coup, les fabricants s'en servent comme un argument différenciateur. Alors qu'il y a 5 ans, les clients ne savaient pas ce que c'était, donc ils s'en foutaient, tu vois. Je veux dire... Dans le pod, il y avait déjà un truc à convolution très très simpliste pour faire la partie, dans le pod il y a 20 ans, pour faire la partie simulation d'enceinte. Sauf que eux, c'était pas 20 millisecondes, mais c'était une fraction de millisecondes. Donc bon, ça sonnait un peu comme ça pouvait, quoi. Donc du coup, je dirais, il y a un pivot un peu du marché où ce truc-là, et dont j'ai été le pionnier, je pense, est devenu l'argument massu pour dire aux clients « mon truc est mieux parce que regarde, c'est 2 fois plus long que les autres ». En pratique, pour les clients qui testent, je sais que ça peut être parfois un peu frustrant parce qu'en fait, justement, ces différences audio, il faut avoir des systèmes vraiment très particuliers pour les entendre. Si tu n'as pas une précision de dingue vraiment dans l'infragrave, nous, on a fait des tests avec Celestion. On bosse beaucoup avec Celestion qui sont des partenaires et qui sont super. On a fait des tests avec Celestion qui, justement, ont été les premiers à commercialiser des 500 millisecondes. Moi, je leur ai fait un double blind test. Je leur ai dit, voilà, je vous envoie des fichiers et vous me dites qui est quoi. Bon, j'attends. Ils n'ont pas été foutus de dire qui était quoi. C'est-à-dire que les très très longs, tu entends de la réverb, donc tu dis, il se passe un truc. Je pense que ça, c'est les très longs. Mais dès que tu es un peu en dessous, et je dirais entre 40 et 200, même moi, j'ai du mal à vraiment... honnêtement, je ne parierais pas mon maigre salaire sur mes réponses à ce blind test. Puis si on part du principe que pour un certain nombre de gens, le but, ça va être de faire un mix avec, une fois que c'est dans le mix, alors là... Non, mais là, c'est une considération... Enfin... on sait bien que dans le mix ou en live, le premier truc que fait l'ingé son, c'est mettre un coupe basse en 50 Hz. Donc, si tu veux l'infragrave, bon, voilà. Alors, c'est compliqué de dire ça au guitariste, tu vois. Parce qu'encore une fois, faut pas oublier ce que je disais sur le Capteur X. Nous, ce qu'on veut, c'est que les sensations de jeu soient cool. Donc, je dirais ça dépasse un peu ce côté de quoi on a besoin.
c'est plutôt de quoi on a envie pour se faire plaisir. Et pour se faire plaisir, quand tu fais de la guitare avec un beau son Fender Bassman, bah, tu as envie que ça déporte de grave, que ça remplisse l'espace, que ça te secoue la carcasse. Et tu as envie, quand tu slaps, quand tu as une belle attaque de Mediator, tu as envie que ça te secoue, quoi. Et ça, bah, si tu n'as pas un beau grave qui descend, tu peux pas l'avoir. Alors, il n'est pas 10 Hz, hein, qu'on soit d'accord. Ta corde demi, elle ne fait pas beaucoup de 10 Hz. Mais tu as envie d'imaginer que ça y va. Et puis, si tu as un fabricant qui te dit que ça peut y aller, bon, bah voilà. C'est plus comme ça que je le vois. Et je comprends l'approche de Strymon ou de Celestion. Je dis pas qu'on le fera pas un jour, parce que si les gens nous le demandent, bon, bah, on le fera. Oui. Voilà, je sais que c'est pas critique, et que déjà avec ce qu'on propose aujourd'hui, tu peux faire des sons d'enfer et faire des albums comme on en a déjà des dizaines qui sont sortis. Ouais. Esther, tu voulais dire un truc tout à l'heure? Oui, je voulais dire quelque chose de très très intelligent. En fait, ce n'est même pas de moi, c'est de Hamlet 111 que j'ai perdu, et qui nous dit oui, le trou stéréo, c'est le vide entre les deux enceintes gauche-droite. Tu as bien fait de me couper. Pas mal. Je vois que l'esprit AF est toujours bien vivant. Oui, même sur Twitch. Il y en a un qui dit ouais, je suis dégoûté d'avoir acheté le KBM juste avant la sortie du X. Et bah ouais, bah écoute, faut... Qu'est-ce que tu lui réponds? Bah attends de voir le Cap Z. Pas juste avant, que c'était il y a plus d'1 an. Axi vient de l'acheter, mais le KBM. Alors, pour le rassurer, et rassurer les utilisateurs de KBM, je peux pas trop en dire, mais on a une mise à jour, et en fait, j'ai encore un jack branché sur carte son, parce que je suis en train de faire des essais guitare. J'ai passé ma matinée à finir les essais du nouvel update du KBM. Donc, ça devrait sortir, je ne sais pas quand, mais en tout cas, la partie R&D va être terminée semaine prochaine. Dégagez pas votre KBM tout de suite, c'est juste mon conseil. Maintenant, si pour les utilisateurs qui utilisent leur KBM qu'avec un ampli et qui veulent de la stéréo, ça malheureusement... alors, le KBM pourra toujours être utilisé avec un ampli, mais je ne peux pas rendre un produit mono stéréo. Je n'ai pas ce pouvoir à distance. J'aimerais bien, mais ce n'est pas possible. Néanmoins, certaines des options bien cool du Captor X vont être portées sur le KBM. Par exemple, le nouvel algo de reverb qui est vraiment mortel sur le Captor X sera sur le KBM. Mais il y aura aussi une exclue KBM dont je ne peux pas trop parler. Mais voilà, donc on va relancer le KBM je suis assez, moi je m'amuse bien, voilà, je fais de la guitare. N'oubliez pas, on l'a dit. N'oubliez pas, pour ceux qui viennent de nous rejoindre, ça a été dit plus tôt dans l'émission, que vous trouverez d'ailleurs, qui sera montée sur YouTube et que vous pourrez revoir, mais que effectivement le confinement impose que TwoNote, comme plein d'entreprises, va plus faire du logiciel dans les prochains jours que se consacrer à l'assemblage matériel, pour des raisons qu'on comprend, et donc ça va nous valoir plein de petites mises à jour sympas, ou de grosses mises à jour d'ailleurs, même sympas de produits ou du soft, Wall of Sound, voilà. Ouais, non, on a quelques, enfin la mise à jour KBM en particulier, je pense qu'on va d'ailleurs faire un lancement comme il faut, parce que c'est voilà, on change un petit peu le produit d'objet. Voilà, on va un peu révolutionner le KBM. Donc il y a des chances que vous en entendiez causer. De toute façon, vous allez recevoir le press release, les gars. Bon, super. Super. Bon, bah en tout cas, ça fait déjà 1h30 hein, quand même. Même quand on essaye de faire court, on n'y arrive pas. Merci en tout cas au chat pour cette première sur Twitch. Voilà, on est passé sur Twitch, ça n'a rien à voir avec le confinement, parce que voilà, on se disait faire le live sur Twitch, rendre la vidéo disponible après sur YouTube, parce que sur YouTube on se faisait souvent striker parce qu'on aime bien passer de la musique de merde et tout ça, et on se faisait striker à cause de ça. Donc du coup il y aura des versions élaguées sur YouTube, mais on reste sur YouTube évidemment. Mais pour tout ce qui est live et tout ça, Twitch, on trouvait ça plus cool. Et puis voilà quoi. Puis c'est bientôt l'heure du goûter. Moi je vais peut-être avoir deux personnes de petite taille qui vont débarquer dans le salon là à tout moment, donc je pense qu'il va falloir que je rende l'antenne bientôt. Allez, voilà, exactement. Voilà. Ouais, bah tu vois, regarde-moi, c'est voilà. Oh, clair. Voilà. Regarde.
Bah voilà, on peut faire un combat de requins. Ouais. Il est un peu plus long. Là, il a gagné. Voilà. Donc voilà, on espère en tout cas que ça vous a plu. On reviendra sûrement peut-être un peu plus souvent qu'une fois par mois du coup pendant le confinement. En tout cas, ça a l'air de fonctionner, hein. C'est plutôt cool. Et puis merci Guillaume de nous avoir laissé 1h30 de ton temps comme ça pour répondre à toutes les questions. Et c'était bien cool de te revoir. La prochaine fois, on te filme dans ton jardin en train de faire du foot pour récupérer le public de Bean qui est en chien. Je sais pas si vous vous rappelez, mais on avait fait une vidéo audio fanzine. La toute première vidéo que j'ai faite, c'était une vidéo audio fanzine de mon salon au Musique Messe. Ouais. Et à l'époque, j'avais pas de démonstrateur et c'est moi qui étais à la guitare. Et dans cette vidéo qui est toujours en ligne, je me rappelle qu'un des commentaires, c'était, il était sympa ce commentaire, c'était si ce type espère qu'on mette autant de blé dans sa bécane, j'espère qu'il va trouver quelqu'un qui est capable de jouer de la guitare. Donc, comme j'ai pas envie de reproduire la même chose avec le foot, non, vous ne me verrez pas jouer au foot. C'est comme ça. Vous me verrez avec un casque assis, parce que ça, je m'en sors pas mal, mais c'est tout. Ouais. Bon. Écoute, en tout cas merci et puis on vous dit à bientôt. Restez sur Audio Fanzine, restez chez vous et restez sur Audio Fanzine. N'hésitez pas à surfer sur AF, ça vous pouvez y aller à fond, c'est bon, il n'y a aucun risque. Et puis on vous embrasse et puis à très bientôt et bon week-end à tous. Faites de la musique. Exactement. Ciao. Ciao.